Bonjour et bienvenue à Visionnaire. Vous le voyez à côté de moi. Aujourd'hui, le visionnaire, c'est le docteur Éric Simard, qui est docteur en biologie, en fait, qui est aussi l'auteur de plusieurs livres. Éric, je vais tout de suite les montrer à l'écran, puisque tu en as écrit 4, Vivre jeune, celui d'après, le numéro 2, Vivre jeune, plus longtemps, 2 fois plus longtemps, le petit guide de la longévité et enfin Vivre jeune numéro 4. Alors, tu es très prolifique en plus en termes comme auteur, hein? C'est très prolifique en termes d'auteur, mais aussi tu fais de la recherche sur le vieillissement et c'est comme ça que je t'ai annoncé. On va parler en fait du processus pour inverser le vieillissement qui est devenu quelque chose, un sujet très à la mode dans les derniers temps. Alors, bienvenue à Visionnaire, Éric. Oui, bien merci France, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Et en plus que tu as un horaire très chargé, tu as le vent dans les voiles, comme tu me le disais juste avant qu'on commence l'entrevue. Et il y a des choix qui s'imposent pour l'avenir, mais je le sais, entre autres, que bon, tu t'es intéressé parce qu'on va faire une petite genèse de ton histoire avant de parler du vieillissement puis comment inverser le processus de vieillissement. Parce qu'il y a toujours un élément déclencheur et tu t'es intéressé au vieillissement, entre autres, parce que ton père, toi qui viens du Lac-Saint-Jean, était malade quand tu étais jeune. Et est-ce que tu es devenu un savant pour pouvoir sauver l'humanité et nous aider dans notre souffrance, entre autres? Ben, France, même avant que mon père soit malade, j'ai toujours été passionné par le monde du vivant, hein, la biologie. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire, le monde du vivant. Là. Ça fait que moi, c'est la compréhension de tous les processus. Et très jeune, je me suis rendu compte qu'il y avait une incidence du cancer dans ma famille qui était très élevée. Bon, c'est-tu la génétique vraiment? C'est-tu les habitudes de vie? Garde, so what? Moi, ça ne me dérange pas. Puis mon père, donc j'avais 15 ans, en fait, a fait un AVC qui l'a laissé comme un enfant de 5 ans. Et à l'époque, je me suis dit, garde, on va tous finir par manquer de temps. Que ce soit pour nous ou que ce soit pour des gens qu'on aime. Et la vie vaut extrêmement cher. Il faut en profiter et mettre toutes les chances de notre côté pour être en mesure d'en profiter le plus longtemps possible. Fait que j'ai toujours eu un penchant vers la prévention, le maintien et l'optimisation de la santé. Et quand tout d'un coup, on s'est rendu compte que, bon, au début des années 2000, d'un point de vue biologique, on s'est rendu compte que toutes les théories, puis là, il y en a plus de 300 sur le vieillissement, ne tenaient pas la route. Parce qu'il y a eu une couple de démonstrations scientifiques qui ont fait que, oups, ça tape, là, ça ne marche pas ce qu'on explique depuis des années. Puis là, ça a tout été remis en question sur une période de 10 ans. On a passé donc un changement au niveau de la biologie du vieillissement, qui a été une marche phénoménale, qui n'est probablement pas encore enseignée dans la majorité des universités, même. Ça prend énormément de temps de changer un paradigme. Puis là, on se rendait compte qu'en agissant sur le vieillissement, imagine-toi donc, on va réduire l'incidence de toutes les maladies associées, tout ensemble d'un coup sec. Ben alors, les maladies chroniques qu'on connaît, qui sont de plus en plus fréquentes à partir de 60, 70 ans. Alors, la vérité, c'est que oui, on vit plus longtemps, mais on est juste plus malade plus longtemps. Et là, c'est ça que toi, tu as voulu essayer de comprendre puis inverser. Tant qu'à vivre jusqu'à 90 ou 100, vivons en santé jusque-là. Bon, oui, bien, au lieu d'essayer de combattre une maladie une fois qu'elle a été implantée, c'est évident qu'on va avoir un impact beaucoup plus important si on est capable de la prévenir. Mais là, on ne parle pas de prévenir une maladie. On parle de l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'ostéoporose, la sarcopénie, tout ensemble d'un seul coup. Fait que, en fait, il y a des scientifiques qui ont déjà dit haut et fort que c'est là qu'on va avoir l'impact le plus important en santé humaine de l'histoire de l'humanité. Donc, t'imagines l'énoncé. Fait que c'est pas pour rien que dernièrement, on a entendu parler du ralentissement du vieillissement. Parce que depuis 2015, il y a beaucoup de scientifiques qui publient, en fait, puis qui disent, hey, attendez une minute, il s'en vient quelque chose là de gigantesque, d'énorme. Et maintenant, donc, à l'époque, moi, en 2010, quand on a commencé à comprendre, en fait, les processus, que ça a commencé à être publié, j'ai pensé dès lors qu'il y aurait probablement une nouvelle façon d'identifier de ces molécules-là qui vont être en mesure de ralentir le vieillissement. Il n'y en avait pas beaucoup de connus à l'époque, ce qu'on appelle des agents gérosuppresseurs. Et j'ai élaboré un programme de recherche et je me suis lancé. J'ai démarré une autre entreprise, en fait, qui a un bras de recherche fondamental sur les mécanismes du vieillissement primaire. Et de notre côté, bon, on va avoir deux façons d'agir. Hein. Il y a toutes nos habitudes de vie à l'image des gens des populations centenaires et les agents gérosuppresseurs qui vont être la science de demain. En fait, ça ne remplacera pas les habitudes de vie. Ça va s'ajouter comme étant un élément de plus pour mettre toutes les chances de notre côté pour garder nos capacités le plus longtemps possible. OK, fait que là, on a comme deux champs bien distincts, les habitudes de vie, c'est-à-dire évidemment la nutrition, l'alimentation, le sommeil, le stress,
quoi d'autre, l'activité physique, qui sont les bases d'une bonne santé, plus quelque chose qu'on peut ajouter, parce que si on a une bonne alimentation à la base, que ton aliment soit ton médecin ou que ton peu importe, ton médicament, c'était quoi déjà? Que ton médicament soit ton aliment, disait Hippocrate, ça tient-tu encore? C'est ça la question, ou s'il faut absolument ajouter quelque chose? Ah oui, ça tient encore, en fait, hein, on ne remplacera pas ça. Puis des éléments que tu as nommés en passant des habitudes de vie, il manque la personnalité, qui est tant qu'à moi, en fait, ce que j'ai appelé, moi, un aliment, un facteur facilitant. On en reparlera, mais pour répondre à ta question sur l'alimentation, écoute, moi, je suis constamment, toute l'année, tout le temps, depuis des années, tout ce qui est publié en lien avec la longévité, puis les chances, la façon de mettre toutes les chances de notre côté. Fait que, puis, je vais te donner un exemple qui est drôle, là, en me tirant une roche par la même occasion. Mon premier livre, j'ai volontairement pas parlé du café. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, on n'est pas prêt à ça. En fait, il y a trop de gens qui vont chialer, qui vont dire non, 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 qu'est-ce qu'il dit là? Mais c'est évident, en fait, c'est que les grandes études épidémiologiques ont démontré que les buveurs de café vivent plus longtemps. Fait qu'en autant qu'on n'a pas de facteurs concomitants. Non! Oui! Je pensais que tu allais me dire l'inverse. Non. En fait, en autant qu'on n'ait pas de facteurs concomitants, puis en passant, ben, la caféine en est une des molécules qui a un impact sur les processus du vieillissement, mais l'impact est très faible. Mais ceci dit, si tu en prends toute ta vie, une certaine quantité, ça va peut-être avoir un impact bénéfique quand même. Mais les études sont claires. En fait, les gros buveurs de café ont une meilleure espérance de vie. En autant que tu n'as pas de Mais ils facteurs... sont plus stressés, non? Ils ne sont pas plus énervés? Oui, bien, c'est ça. En autant que tu n'as pas de facteurs concomitants qui sont, entre autres, la pression artérielle ou la gestion du stress, des problèmes de sommeil. C'est sûr que les gens qui dorment mal parce qu'ils prennent trop de café, oui, ça va effacer l'impact du café, là. Mais bon, pour répondre à ta question, de plus en plus, on a des éléments dans l'alimentation qui nous amènent, en fait, des informations sur des facettes qu'on n'aurait pas pensées, qui sont importantes de considérer. Bon, le thé, on en a beaucoup parlé. Les noix, en fait. Les noix, il y a une étude qui a démontré 50 plus d'espérance de vie, les gens qui mangent une poignée de noix tous les jours. Puis c'est tout type de noix, y compris les arachides. Fait que 50 plus d'espérance de vie. Biologiquement parlant, on ne sait pas vraiment exactement pourquoi. C'est probablement multiple. L'impact, ça vient à la fois probablement des minéraux, du type de lipides qu'on trouve à l'intérieur des noix, la présence des fibres. Tu sais, c'est probablement multiple l'impact. Mais une chose est sûre, regarde, c'est pas dur de manger une poignée de noix, là. Non. Alors, je pense qu'il faut le répéter, là. Une poignée de noix égale 5 ans de plus en santé? En espérance de vie, oui. Et donc, dans l'alimentation, comme tu disais tout à l'heure, oui, il y a moyen de très bien manger, de considérer tous les éléments en lien avec la longévité. On a à toutes les années des informations qui s'ajoutent, comme par exemple le type de protéines, la consommation de protéines. Puis il y a beaucoup de divergences dans les opinions, entre autres, dans le cas des protéines. Et ceci étant dit, quand on parle des agents gérosuppresseurs, c'est que ce qu'on a démontré avec l'Université Concordia, c'est qu'il y a des molécules qu'on peut retrouver dans des plantes, qui, oui, il y en a qu'on peut trouver dans l'alimentation, comme par exemple la graine de céleri, là. La molécule la plus efficace qu'on a trouvée actuellement est dans la graine de céleri. C'est facile d'en ajouter dans ton alimentation, entre autres, les gens qui aiment la soupe, entre autres, là, c'est facile d'ajouter des graines de céleri. Ceci dit, il y a des molécules qui vont avoir des impacts vraiment phénoménaux sur nos processus biologiques, notre réparation cellulaire. Fait que techniquement, oui, ils vont avoir une plus grande valeur dans l'alimentation que la moyenne des autres aliments ou des autres facettes qu'on considère. Fait que oui, il y a des éléments éventuellement qu'on devrait prioriser parce qu'ils ont des impacts synergiques, ont des impacts fondamentaux dans l'amélioration de la réparation cellulaire. Et c'est ce qu'on va appeler, en fait, des agents gérosuppresseurs. Tu veux-tu m'en nommer une couple? Alors, la graine de céleri, quoi d'autre? En fait, les mieux documentés actuellement, là, parce qu'aussi, on a beaucoup d'études cliniques chez l'humain, puis il y en a une là-dedans. Ben, en fait, dans les deux cas, on s'est rendu compte par la suite que c'est des impacts sur le vieillissement qui expliquaient la multitude des bénéfices santé. C'est le resveratrol puis les polyphénols d'olive. Tu sais, les polyphénols d'olive... Répète, s'il te plaît, c'était trop rapide. Le resveratrol. C'est quoi? En fait, qui est c'est un stilbène, un ptérostilbène. Ça ne te dira rien encore. Hein. C'est une molécule qu'on trouve dans le vin rouge, en fait, qui explique une grosse partie des bénéfices du vin rouge. Qu'on va trouver aussi dans les arachides de chocolat noir, mais c'est quand même des quantités minimes. Le resveratrol a des propriétés extraordinaires en santé humaine, à un point tel que Pfizer l'a testé pour combattre le cancer à très, très forte dose, en fait. Puis ça n'a pas fonctionné parce qu'on s'est rendu compte par la suite qu'on ne peut pas l'utiliser à très forte dose. Le corps humain s'en débarrasse. Ça fait qu'il faut quand même respecter un certain dosage. Mais bon, le resveratrol en est un agent gérosuppresseur qui est vraiment très bien documenté, très intéressant. L'autre, c'est les polyphénols d'olive.
Oui. Donc, polyphénol, c'est une grande famille de molécules. Hein. C'est un terme très galvaudé, je dirais même, là, parce que c'est plus de 10 000 molécules, en fait, qui sont déjà connues, qui font partie de la famille des polyphénols. Fait qu'on on retrouve toutes sortes d'affaires là-dedans, dont, entre autres, la curcumine, que beaucoup de gens connaissent. Là. Les molécules bénéfiques du thé vert viennent des polyphénols. Bon, dans l'huile d'olive, ce qui a 95, peut-être 99 des bénéfices vient des polyphénols, qui sont des molécules. Ce qui est drôle, en fait, c'est que ce n'est pas soluble dans l'huile, c'est soluble dans l'eau. Et c'est des molécules qui sont très, très bien démontrées pour être capables de ralentir les processus du vieillissement. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai introduit dans bien plein de suppléments, en fait, actuellement. OK, c'est fantastique. On va parler d'ailleurs de ton entreprise après. Mais là, c'est tellement la mode, Éric, là, parce que, bon, toi, en plus, je t'ai vu, tu as passé à TVA, tu as parlé de tes livres à TVA un peu partout, surtout dans les médias mainstream aussi. On s'est rencontrés au sommet de la santé intégrative, comme tu le dis si bien. J'adore ton accent du lac. Garde-le, je t'en prie. Et là, il y a une espèce d'excentrique qui fait la manchette de ce temps-là, qui est un Américain de la Californie. Et d'ailleurs, il n'est pas tout seul parce que celui qui a inventé Chat GPT fait la même chose. Alors, Ben Johnson, qu'on voit ici, affirme avoir rajeuni de 5 ans avec un régime miracle. Puis là, on va descendre un peu plus bas. On le voit bien. Non, je ne suis pas très bien centrée. Mais bref, si je le tasse un peu comme ça, je pense qu'on va mieux le voir. Alors oui, voilà, il se limite à quelques centaines de calories par jour et une centaine de pilules de suppléments. Bref, qu'est-ce que tu penses de cette course au rajeunissement partout sur la planète? Lui, il a investi ses millions de dollars pour dire, je vais démontrer qu'on peut rajeunir. Donc, pas simplement vivre en santé plus longtemps, mais inverser le processus de vieillissement. Quelle est cette espèce de course folle de la fontaine de jouvence, d'après toi? Là, ça vient d'où? Ben, écoute, France, honnêtement, moi, je te dirais que c'est une réaction tardive à des énoncés qui ont été faits même en 2015. Tu sais, tout à l'heure, je te disais que quand on a commencé à se rendre compte qu'on serait capable d'agir sur le vieillissement humain, on a tiré rapidement à la conclusion qu'on va être en mesure de réduire l'incidence de toutes les maladies associées. Ben, écoute, les gens riches qui ont beaucoup d'argent, ils veulent rester en santé, puis ils sont capables de se le permettre puis de le payer. Ça fait qu'ils sont prêts à y mettre beaucoup d'argent pour dire, regarde, moi, je veux perdurer plus longtemps. Ceci dit, depuis 2015 qu'on le sait. Honnêtement, à l'époque, moi, je me suis dit, c'est drôle, ça ne fait pas la manchette. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Fait qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens riches qui le font, qui le mettent en application. Tant qu'à moi, ça n'a rien de nouveau, là. Je veux dire, regardez sur Internet Calico. Vous allez voir qu'il y a un des fondateurs de Google qui a mis 3 milliards de dollars dans Calico, dans le but de ralentir les processus du vieillissement. De la même, en fait, non, c'est Bezos, excuse. Donc, d'Amazon. Mais de l'autre Jeff Bezos. Oui, mais dans le cas du fondateur de Google, c'est 500 millions qu'il a mis dans un centre de recherche en Californie. En fait, Waukee Calico, je crois. Puis Bezos, je pense que ça s'appelle. En fait, peut-être que je mélange les noms, mais peu importe. C'est le même principe. C'est des gens qui ont mis énormément d'argent, qui ont regroupé des scientifiques de très haut niveau, qui se sont dit on est capable de ralentir les processus du vieillissement, mais regarde, je vais trouver comment faire. Tu comprends? Fait que oui, bon, là-dedans, on va trouver de n'importe quoi, on va trouver des extrémistes, on va trouver du monde qui en font trop pour rien. De l'autre côté, ce qu'il fait au niveau de l'alimentation que tu m'as mentionné, c'est une réalité, ça fait longtemps qu'on le sait. Le ralentissement du vieillissement par l'alimentation, imagine-toi donc que ça avait été décrit en 1935 par un monsieur qui s'appelle Clive McKay, un Américain, qu'on a mal interprété pendant 70 ans, en fait, ces données à lui. Ça arrive en science qu'on se trompe. C'est que c'était logique de penser que parce qu'on donne moins d'énergie à une petite machine, elle va virer moins vite, elle va user moins rapidement. Jusqu'au temps qu'on se rende compte que la petite machine a produit plus d'oxydation systémique que la moyenne, même si elle a moins d'alimentation. Donc, oups, l'explication qu'on avait ne marche plus. Il faut trouver comment ça se fait. Et là, on s'est rendu compte que ça ralentit le processus du vieillissement. Et ça a ouvert une porte, bien sûr. Donc, je voudrais comprendre ce que tu viens de dire. Alors, il y a quelque chose qu'on fait qui va produire de l'oxydation dans notre corps. Hein? C'est comme si on rouille de l'intérieur, si on veut une image. C'est ça. OK. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on rouille, puis comment est-ce qu'on ralentit le phénomène de rouille, là? Ben, c'est notre niveau de métabolique en tant que tel. Plus on brûle de l'énergie, plus on produit de l'oxydation. Techniquement, c'est ça. Pourquoi l'activité physique ne fait pas ça complètement? Mais l'activité physique le fait si tu dépasses la limite. Fait que les gens qui sont trop des grands sportifs, regardez-les de près, là, du monde qui vont très loin, qui font des Ironman, des trucs de ce genre-là. Vous allez vous rendre compte, même à l'apparence, qu'ils ont vieilli plus vite que la normale.
sais, la personne à 50 ans, puis elle a le visage d'une personne de 70. C'est parce qu'il produisait beaucoup trop d'oxydation pour ce qu'on est capable de combattre. Mais l'activité physique, de façon générale, va stimuler la production d'antioxydants pour combattre l'oxydation produite par notre métabolisme. Mais il faut Puis que ce elle va soit la stimuler. modéré et non extrémiste et non extrême. Oui, c'est ça. Quand on est modéré, on va produire plus d'antioxydants que ce qu'on en a besoin. Et là, ça va avoir un impact antioxydant. Donc, c'est vrai que l'oxydation a un lien avec le vieillissement. Ça ne l'explique pas complètement. Mais ce qu'on sait, c'est que dans l'explication de la réduction de l'alimentation, c'est la conclusion qui avait été tirée. On mange moins de calories tout en gardant tout l'apport nutritif essentiel. On va produire moins d'oxydation, on va vieillir moins vite. Jusqu'au temps qu'on se rende compte que ce n'était pas vrai. On produit plus d'oxydation quand on est en restriction calorique, ce qu'on appelle la restriction calorique. Mais là, ça dépend aussi du mode. Là. On parle de jeûne intermittent, par exemple, versus. Toi, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent qui est si à la mode de ce temps-là là, aussi? En fait, honnêtement, je pense que tout le monde devrait faire du jeûne intermittent parce que ça aurait dû toujours faire partie des habitudes de vie de l'être humain. Ça n'aurait jamais dû disparaître en tant que tel. Parce que ça a toujours été présent durant l'évolution humaine. Il n'y a personne qui va me faire croire que l'homme des cavernes, il mangeait 3 repas par jour avec 2 collations. Regarde, oublie ça, c'est impossible. C'est sûr que l'homme des cavernes, son J'aime premier beaucoup défi. les 2 collations. Là. Je l'imagine dans sa caverne avec son petit, son petit truc. Avec son petit craquelin puis sa barre protéinée. Là, non, regarde, c'était pas ça. Ceci dit, regarde, ça aurait dû toujours faire partie parce qu'on se rend compte que le jeûne intermittent stimule certains mécanismes physiologiques qui sont extraordinaires. D'autres des mécanismes qui améliorent même nos capacités cognitives, notre capacité de mémoire, la capacité de développer des nouveaux neurones, des nouvelles terminaisons neuronales, va améliorer notre flexibilité métabolique, va améliorer énormément notre capacité à contrôler notre poids corporel, à utiliser nos réserves d'énergie. Donc, elle va aussi stimuler tous nos mécanismes de recyclage cellulaire qu'on appelle l'autophagie. Donc, le jeûne intermittent, c'est très, très bénéfique. La problématique actuellement. Excuse-moi, je voudrais me comprendre quel genre de jeûne intermittent. Parce que, Ben, je vais prendre des pratiques hindoues, par exemple. Là, moi, il y a des gourous que j'aime beaucoup suivre sur le web parce qu'ils sont drôles et ils ont une belle sagesse. Puis, il y en a qui disent, entre autres, nous autres, on mange 2 fois par jour, à 10 h le matin puis à 7 h le soir. C'est suffisant. Puis ça permet, il faut qu'il y ait au moins 6 heures entre 2 repas pour que le corps ait vraiment faim, entre autres. Nous autres, on mange par habitude. Hein. Moi, il est midi, j'ai faim. C'est pas vrai que j'ai faim, mais il est midi, j'ai faim. Tu comprends? On mange par habitude. Du conditionnement, oui. Ben, en fait, tu as raison, il y a toutes sortes de choses dans le jeûne, il y a n'importe quoi. D'un, moi, le jeûne sec, je ne recommande pas ça, mais il n'y a aucune explication biologique qui est derrière ça qui fait du sens. Là. Ça fait qu'il faut s'hydrater. De deux, si on mange sur la période la plus courte possible de la journée, peu importe c'est quoi ta période, déjà, c'est une amélioration. Fait que les études l'ont clairement montré, même les gens qui mangent sur une période de 8 heures. Facile là, de faire sur une période de 8 heures. Calculez-les dans votre journée. Là. C'est, mettons, entre 10 heures le matin et 6 heures le soir, c'est déjà 8 heures. Ça, c'est déjà bénéfique. Plus la période est courte, plus c'est bénéfique. Fait que, regarde, moi, je force rien. Il y a des journées que je vais manger 3 repas par jour. Un matin, j'ai déjeuné, ce qui est rare quand même. Je dirais probablement que 2 matins, peut-être bien 3 par semaine, je vais déjeuner, ce qui est très rare. Fait qu'automatiquement, les autres journées, je vais soit manger sur une période d'à peu près 6 heures par jour, soit je vais manger juste une fois dans la journée, ce que les anglophones appellent un one meal a day. OK, mais je comprends pas. Je vais manger sur une période de 6 heures. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est que, comme par exemple, si je dîne, parce qu'il y a des journées que je ne dîne pas, ben, je vais manger vers midi et je vais souper vers 6 heures. OK, fait qu'il y a un intervalle de 6 heures entre 2 repas, mais pour le reste du temps, tu ne manges pas. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Moi, je vais être à 18 heures dans la journée que je n'ai pas mangé, 6 heures durant lesquelles il y a eu alimentation, si tu veux. OK, je comprends. Sur la période de la journée. Okay. Et c'est quoi, ce serait quoi qui serait recommandé? 8 heures? Ce serait quoi le mieux qu'on pourrait mettre? Le plus possible, finalement, ou le moins possible. Il y a plusieurs éléments dans ça. En passant, les jeunes ont des conseils, les femmes enceintes, aller jusqu'à la période de reproduction, tant qu'à moi, on ne devrait pas faire ça. C'est vrai que les 3 repas par jour, un apport équilibré en tant que tel peut être bénéfique, en fait, pour la croissance, le développement. Ça fait qu'aller jusqu'à la période de reproduction, là, qui est chez l'humain, on devrait calculer à peu près 35 ans. On ne fait pas ça. Passé 35 ans, tout le monde devrait incorporer ça à leurs habitudes de vie. Puis, en premier lieu, jamais rien grignoter le soir, au moins 4 heures avant d'aller se coucher. Ça, c'est une première règle qu'on devrait mettre en place qui fait partie en tant que tel du jeûne. Hein, parce que si tu te bourres la face avant d'aller te coucher, tu vas effacer une grosse partie des bénéfices du jeûne que tu vas avoir durant la nuit.
Ah, fait que manger une grosse poutine avant d'aller dormir, c'est pas une bonne idée. OK, merci de me le rappeler. Non. Puis en fait, tous les repas riches en glucides le soir, même au souper, sont une très, très mauvaise idée. Hein. C'est le pire qu'on peut faire pour le métabolisme, c'est ça. Fait que le gros spaghetti nord-américain, c'est épouvantable, honnêtement. D'un point de vue. Puis tout ce qui est glucides, surtout les sucres raffinés. Le hamburger avec la bière, là, on s'entend-tu que la grosse frite, c'est pas mal la pire affaire qu'on peut manger? C'est ça. Fait que pour revenir au jeûne, dans le fond, c'est que le reste du temps, tu réduis le plus possible. Plus tu vas réduire la période, mieux c'est. Fait que techniquement, moi, ce que je fais, là, personnellement, c'est que 2-3 fois par semaine, je vais faire du one meal a day. En fait, je vais manger juste une fois dans la journée, juste un repas. Ça va être le repas du soir. C'est un repas très équilibré, qui est très complet, bien sûr, parce que si tu manges une fois, il faut que tu aies tout ton apport en vitamines et minéraux. Et à peu près 2 fois par année, je vais faire un 3 jours. Puis je vais t'ajouter un autre élément intéressant que tu vas aimer, là. Le 3 jours, c'est de pousser 2 fois par année. Ça peut faire beaucoup de sens, honnêtement, volontairement pour pousser le principe d'autophagie plus loin, qui est du recyclage cellulaire. On en reparlera si tu veux. Mais ce que je fais aussi dans le jeûne, c'est que je vais m'entraîner pendant la période de jeûne. Ce que moi, j'ai appelé du jeûne forcé. Ouais. Parce que le métabolisme, en fait, tu as plusieurs niveaux de flexibilité métabolique qui vont apparaître. Si tu veux maintenir le meilleur niveau possible, tu peux forcer le corps à aller chercher des réserves, à travailler le foie, à libérer rapidement les réserves d'énergie, entre autres en t'entraînant pendant le jeûne. Il faut y aller graduellement, mais techniquement, ça, c'est une belle démonstration de santé métabolique. Tout le monde devrait être capable de le faire. Actuellement, il y a très peu de gens dans la population qui sont capables de s'entraîner sans avoir rien mangé, mais tout le monde devrait être capable de le faire. Mais là, on parle de rien manger pendant une partie de la journée. Là. Tu ne parles pas d'un jeûne de 3 jours sans rien du tout puis aller s'entraîner pendant ce temps-là. Là. Ben, quand je fais mes jeûnes de 3 jours, je m'entraîne pareil les 3 journées. OK, mais tu bois, tu n'es pas à sec. Non, je bois, par exemple. C'est un jeûne hydrique, en fait, là, jamais à sec. Mais pour revenir sur l'entraînement, écoute, honnêtement, puis je le présente des fois dans des... comme la conférence au sommet, en fait, était là. On peut optimiser même le gain de masse musculaire en utilisant volontairement le jeûne pour le faire. Ça serait trop long pour tout vous expliquer les détails, mais ceci dit, le mieux, en fait, c'est de rien manger de la journée, s'entraîner le plus tard possible avant le repas que tu vas prendre. C'est ce que je fais, en fait, la majorité du temps. Donc, je vais m'entraîner en fin d'après-midi, avant le repas du souper, puis avoir un repas, en fait, qui va suivre l'entraînement, qui va contenir une bonne portion de protéines animales. Et dans le reste des repas, en fait, on devrait intégrer des protéines végétales, entre autres les légumineuses, parce qu'il y a une corrélation, entre autres, entre la consommation de légumineuses et la longévité humaine. Là, il va falloir que je m'obstine une seconde parce que je suis végétarienne depuis 20 ans. Je n'ai pris aucune protéine animale et je me porte très bien et la couronne me vibre quand je te le dis. Ce qui veut dire que c'est une belle grande vérité pour moi, pas pour tout le monde nécessairement. Là, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais effectivement, il y a quand même des gens qui sont capables d'être végétariens. Là. Je le suis depuis plus de 20 ans. Là. Oh oui, c'est juste la question de la stimulation de la masse musculaire dépend beaucoup des protéines ramifiées, en fait, qu'on appelle. Et on les retrouve plus dans les protéines animales que dans les protéines végétales. Puis pour avoir des protéines très complètes des produits végétales, il faut prendre la peine de vérifier. Ce n'est pas toutes les protéines végétales qui permettent d'avoir tous les acides aminés ramifiés et les acides aminés essentiels. Mais c'est possible de le faire, par exemple. C'est très possible de le faire. Puis je te dirais que moi, j'ai poussé ça à un autre niveau, c'est-à-dire que je suis plus intuitive et je vais chercher mon alimentation en fonction de ce que je ressens et non en fonction de ce que j'ai réfléchi, puis ça a fonctionné très bien depuis 22 ans. Alors, ceci dit, ce serait un autre sujet. Mais je veux t'entendre maintenant sur ce que tu as développé, toi, parce que, écoute, je le sais en plus que tu es en business en parallèle, mais vous avez quand même fait des recherches ici au Québec et vous avez rentré des produits chez les gens coutus depuis quelques années que tu appelles la marque Vitoli, qui sont des suppléments. Moi, j'aime penser qu'on n'a pas besoin de suppléments dans la vie, mais en vieillissant, semble-t-il que ça se peut que ce soit une bonne idée, entre autres pour la vitamine D, entre les 2 équinoxes, pendant l'hiver, bref. Mais dis-moi ce que vous avez développé, puis quel est l'avantage de prendre des suppléments? En fait, il y a des facettes. En fait, il faut parler, il y a des facettes de santé pour lesquelles c'est très difficile d'aller chercher tout ce qu'on a besoin dans l'alimentation. Hier soir, je donnais une conférence sur les oméga-3, entre autres, mais dans les oméga-3, c'est possible de manger suffisamment de poissons pour avoir des niveaux corrects, mais ce qu'on se rend compte dans la population, c'est qu'on aurait 97,4% de la population canadienne qui n'ont pas des niveaux d'oméga-3 sanguins qui permettent une prévention au niveau des maladies cardiovasculaires. Si vous voulez des dosages thérapeutiques, il faut aller vers la supplémentation, sinon il faudrait manger du poisson gras tous les jours. C'est possible, si ça vous tente, là, mais c'est difficile. Là. Fait qu'il il y a des facettes donc, de suppléments qui sont des produits de base, d'où la marque de commerce qu'on a sorti l'an dernier aussi. On a Vitoli, mais on a Base aussi.
comme la vitamine D que tu as mentionné, les oméga C'est pas 3. anodin qu'on le voit en arrière de toi depuis une demi-heure quand même. C'est ça, c'est ça. C'est Non, très subtil, mais c'est efficace comme publicité. il est toujours là, en fait. Mais donc, il y a des produits, des suppléments qui sont plus de base, qui peuvent dépendre du besoin de chaque personne, mais qu'habituellement, on devrait toujours consommer techniquement, comme les probiotiques font partie de ça aussi, tant qu'à moi. Ouais. D'un autre côté, bon, ben, dépendant des besoins de chacun, hein, si vous voulez faire de la prévention dans le domaine du vieillissement, les agents gérosuppresseurs, tantôt je t'ai parlé de resveratrol, là, la dose optimale pour un adulte, c'est 125 mg. Ben, tu vas trouver à peu près d'un verre de vin rouge, les meilleurs sont les pinots noirs, là, entre 1 et 1,5 mg. Si tu Oups, veux prendre faut caler une 125, coupe de bouteille, ça, là? ouais, tu veux prendre 125 mg, tu vas être malade avant de t'y rendre. Ça se C'est peut. impossible de prendre toute la dose. Fait qu'il y a des suppléments, en fait, qu'on va avoir besoin d'aller vers la supplémentation pour être capable d'avoir toute la dose. Il y en a que, quand l'issue est tellement importante en santé humaine, comme par exemple, on risque de perdre la vision, ben, tu peux toujours la lutéine, par exemple, la prendre par l'alimentation. C'est le pigment jaune du maïs, des jaunes d'œufs, de pratiquement tous les fruits et légumes qui sont jaunes contiennent de la lutéine. Mais quelqu'un qui est à risque de perdre la vue, il est aussi bien de prendre des suppléments parce que si jamais il n'en mange pas assez qu'il perd la vue, après, il ne peut pas dire ah ben zut, j'aurais dû. Tu sais. C'est qu'il y a des facettes comme ça qu'il faut qu'on peut être à risque. Puis il y a des facettes dans les suppléments aussi que on n'a pas, le besoin n'est pas complètement rencontré non plus par l'offre du marché de la médication où on peut peut-être vouloir considérer des alternatives comme la gestion du stress, le sommeil. Excuse-moi, c'est parce qu'on t'a perdu 2 fois. Là. Je me suis dit, il y a peut-être un petit problème technique, mais c'est tout revenu, c'est bon. Alors, effectivement, donc, je comprends que c'est difficile d'aller chercher dans notre alimentation, qui n'est peut-être pas toujours non plus optimale, on va se le dire, là, en Amérique du Nord, puis un peu partout en Occident maintenant et dans le monde, puisque tout le monde s'est américanisé. Alors, aller chercher un supplément, c'est l'idéal quand on n'est pas capable d'aller chercher dans notre alimentation. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les produits Vitoli qui sont peut-être différents de ce qu'on va retrouver dans à peu près, écoute, c'est tellement vaste, là, la gamme de produits naturels qu'on peut retrouver en pharmacie. Qu'est-ce qu'on trouve dans vos produits? Ben, France, en fait, si je te disais que quand admettons que tu regardes tout ce qui se fait dans le domaine des produits de santé naturelle, là, puis tu fais du cherry picking, OK? On va chercher ce qui est le plus intéressant, qui a le plus de démonstrations scientifiques. Tu t'assures d'avoir le meilleur ingrédient sur le marché qui est standardisé, dans lequel tu es capable d'évaluer la quantité de molécules actives, puis d'avoir toute la dose telle que démontrée en études cliniques. Bien, techniquement, tu vas avoir des produits plus efficaces. Parce que tu vas sélectionner la crème de la crème, puis en plus, tu t'assures d'avoir la qualité puis le dosage. C'est ça qu'on a fait techniquement. Puis avec, dans le but d'avoir justement des produits plus efficaces, on a ajouté des agents gérosuppresseurs. Les polyphénols d'olive que je mentionnais tout à l'heure, on a fait une sélection particulière. C'est une sélection particulière d'un groupe de polyphénol d'olive qui est une standardisation que j'ai moi-même demandé à un fabricant espagnol qui produit pour nous autres directement à partir des olives. Ça a coupé encore? D'ailleurs, peut-être être obligé de mettre un terme à l'entrevue, là, parce que ça fait des problèmes de bande passante. Ben oui, tu as un problème de bande passante. D'après moi, là, il va falloir que tu parles à ton gérant. Ouais, pourtant, normalement, la réception est bonne de notre côté. Bon, mais je comprends. Alors, vous êtes allé chercher des ingrédients en particulier, puis vous avez choisi minutieusement ce qui était, selon vos études, le plus efficace, c'est ça? Oui, puis c'est pas juste selon nos études, c'est toute la science en fait publiée à l'heure actuelle. Ça fait qu'on a fait une grande sélection des ingrédients qui sont le plus efficaces sur chacune des facettes de santé donnée. Puis honnêtement, moi, je fais pas, j'embarque pas dans les modes en tant que tel. C'est qu'autrement dit, si on utilise un ingrédient, il est à la dose nécessaire, toute la dose au complet pour avoir l'efficacité. Je ne fais pas de saupoudrage marketing. Puis si on utilise un ingrédient, puis qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là, parce que si tu regardes à travers la gamme, tu ne trouveras pas le curcuma. La raison pour laquelle tu ne trouveras pas le curcuma, ce n'est pas parce que ça n'a pas certains intérêts, mais c'est parce que partout ce qu'on aurait pu l'utiliser, il y avait quelque chose de plus efficace. On va y aller pour ce qui est plus efficace et non pas ce qui est à la mode. Dis-moi donc, c'est quoi qui est plus efficace que le curcuma, là, parce que je vais arrêter de me prendre des tisanes au curcuma? Ben écoute, si tu prends le curcuma pour des aspects de vieillissement puis d'antioxydants, ce qu'on a à l'intérieur de Vitoli bien vieillir va être beaucoup plus efficace. Parce que tu as un gros effet synergique entre les deux composantes. En fait, c'est des polyphénols d'olive qu'on a sélectionnés, comme j'ai mentionné tout à l'heure, puis le resveratrol. Et d'un autre côté, si tu le prends comme anti-inflammatoire, ben, la griffe du diable va être plus efficace. Le problème avec la griffe du diable, c'est que la majorité, la très grande majorité des produits dans le marché sont sous-dosés. Ça prend une grosse dose. L'ingrédient, en fait, pour être sûr d'avoir toute l'efficacité, demande une double standardisation. L'ingrédient coûte très cher. Fait que les entreprises, normalement, n'utiliseront pas ça parce que ça fait un produit qui coûte beaucoup trop cher à produire. Ce que nous, on a fait quand même.
OK, bon, ben écoute, c'était un très bon pitch. Merci beaucoup. Puis là, les gens me disent que c'est moi qui figeais finalement. Alors, je ne sais pas, pourtant, je suis bien branché filaire. Eh bien, merci infiniment, Éric. Je pense qu'on aura sans doute l'occasion de s'en reparler parce que là, tu as ouvert des parenthèses. Tu me disais, on s'en reparlera, puis on s'en reparlera. Je vais recenser tout ce que tu as ouvert comme parenthèse, puis je vais te réinviter à un moment donné pour qu'on aille plus loin là-dedans. Et entre-temps, j'invite les gens à aller se procurer tes livres parce que il y a plein de trucs là-dedans extraordinaires. Et si vous voulez aller directement à la source des trucs, vous allez chercher le petit guide de la longévité parce que tu as voulu faire ça exactement, amener les gens directement dans l'expérience. Conseil jour par jour, finalement, pour ajouter des jours à votre, des années à votre vie. Puis le quatrième, vivre jeune. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le dernier par rapport aux autres? Écoute, en fait, le premier est un best-seller. On en a vendu beaucoup, on en vend encore beaucoup. Puis les couvertures que tu as là, c'est la réédition. Ils ont toutes été rééditées au début de l'année cette année. Dans le quatrième, on est allé plus loin sur certains aspects des maladies, des problématiques de santé. Ça fait qu'il y a un chapitre au complet sur le stress, un sur le sommeil, un sur l'Alzheimer. Chose qu'on ne faisait pas, en fait, dans les autres, où on essayait de rester un peu plus orienté vers, comme par exemple, l'alimentation, l'activité physique, la personnalité ou les habitudes de vie des centenaires. Tandis que dans le dernier, on est allé un peu plus directement vers des aspects plus précis en tant que tel de problématiques de santé. Mais honnêtement, en passant, dû à la pandémie, j'en ai 2 autres d'écrits qu'on n'a pas publiés encore. Ça fait que ça fait partie des choses qu'il faudrait que j'essaie de prioriser cette année, de sortir les autres livres qui ne sont pas encore publiés. Il y a définitivement un... Alors, le visionnaire de la saison va avoir lieu la semaine prochaine. Alors, je vous... Oh, ça coupe beaucoup, France, de ton côté. Hop, je t'ai perdu, France. T'es-tu là? Ah, OK, là,